Alors, qui sont ceux qui ont toujours voulu démarrer avec TotalJS mais qui ne savent pas comment s'y prendre? Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. D'abord, la vidéo est en français. Ensuite, la vidéo, elle sera faite de façon exceptionnelle. En fait, je vais enregistrer la vidéo. Elle est en train d'être enregistrée sur un téléphone mobile. Ce qui est vraiment pratique. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point beaucoup de choses peuvent se passer avec un téléphone, avec un système Android. Le code editor, le terminal. OK? Je vais utiliser tout cela avec un téléphone mobile. Je vais utiliser un code editor, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir coder avec Node.js, TotalJS et même Python. Python même va s'exécuter sur le téléphone et vous allez le voir tout de suite. Donc salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo parce que cette vidéo va être une vidéo de très grande découverte. À la fin, je vais vous réserver beaucoup de surprises, beaucoup de bonnes choses. Donc restez jusqu'à la fin, suivez-moi. Donc, la première des choses que nous allons faire lorsqu'on se retrouve sur un téléphone comme cela, c'est d'installer tous les outils nécessaires. Maintenant, en fait, je vais pas vous montrer comment on va les installer, mais je vais vous montrer simplement les différentes applications. Alors, ici, nous avons Telmux. Telmux, il paraît qu'il n'est plus tellement disponible sur Play Store, mais vous allez pouvoir le retrouver sur Internet. Lorsque vous saisissez Telmux, ou bien installer Telmux pour Android, vous allez pouvoir trouver un site web ou télécharger pour pouvoir installer. Mais faites attention pour ne pas télécharger des malwares. Alors, ensuite, nous avons Code Editor. Bon, ça s'appelle Acode. Attendez, je vais voir si je peux vous afficher son nom. Ça s'appelle Acode. Et voici son logo. Tel que son logo, ça s'appelle, c'est comme cela. Donc, je vais écrire sur cet écran les noms des outils Acode. Ensuite, vous allez avoir besoin de Telmux pour l'invite de commande. Ensuite, lorsque vous avez Acode, vous pouvez ajouter ce nombre d'extensions. Moi, j'ai ajouté des extensions comme le terminal, par exemple. Voilà, si vous cliquez ici, un peu comme sur VS Code, vous pouvez avoir un certain nombre d'extensions à télécharger et ajouter. Voilà, c'est pas beaucoup comme sur VS Code, mais c'est des trucs un peu incontournables. Ensuite, vous avez aussi Acode Terminal. C'est ça que j'ai installé, que je vais utiliser pour ce cours. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez installé tout cela, vous allez pouvoir utiliser ça facilement. Maintenant, si vous ne savez pas comment vous débrouiller pour ouvrir les fichiers, insérer beaucoup de choses, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez tout savoir. Et à la fin, nous allons avoir une petite application de TotalJS qui fonctionne sur le téléphone. Voilà, nous allons utiliser PM2 pour pouvoir lancer cette application. Voilà, ça veut dire avec PM2, vous pouvez faire de sorte que même au démarrage de votre téléphone, cette application continue de marcher. Ça va être une application que vous utilisez comme serveur, voilà, lorsque vous pouvez ouvrir vos portes pour IoT, voilà, pour Home Automation, voilà, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de choses que vous pouvez faire avec votre téléphone. Ça peut être aussi un téléphone Smart TV que vous avez acheté en Chine là-bas, que vous avez déposé comme sur une box dans votre maison, qui lance des serveurs d'applications Node.js, Python, voilà, peu importe, et qui permettent en fait à d'autres appareils de communiquer, de lancer beaucoup de choses. Vous pouvez héberger votre petit site à l'intérieur de votre maison sans problème. Donc voilà ce qu'on va faire. On va aller sans trop parler. On va aller très vite, très vite. En fait, je suis tellement pressé de vous montrer à quel point cet outil est très puissant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir au niveau de notre terminal et puis préparer les choses là-bas. Donc, pour votre information, je suis sur le téléphone, sur le port de l'écouteur. Des écouteurs, j'ai branché un casque, d'accord, qui me permet d'enregistrer l'audio. En fait, sur le port type C, d'accord, j'ai installé, voilà, un câble OTG qui me donne accès à un hub de USB qui me permet en fait d'installer la souris et le clavier physique. Et je suis couché dans ma maison, je suis en train de réaliser cette vidéo, c'est très simple, très pratique. Bon, je peux faire LS et puis vous allez voir. LS, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de projets qui étaient déjà là. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire mkdir. Bon, je vais effacer cette affaire de API app là. Ou bien je vais l'appeler my app. Ok, mkdir my app. Ok. Et pour pouvoir ouvrir le terminal, en fait, je n'aurai pas besoin de ce terminal là à l'intérieur de mon application en code editor. Pour pouvoir ouvrir
J'avais parlé d'un terminal qui se trouve à l'intérieur ici, d'accord? Maintenant, ce terminal ne fonctionne pas sans celui-là. Donc, il va falloir que je fasse une synchronisation pour que celui-là puisse être utilisé à l'intérieur de mon code editor. Voilà, ils n'ont pas voulu réinventer la roue pour créer des choses à l'intérieur de leur application. C'est juste une extension qui permet de se connecter à Termux tout en restant sur le code editor. Donc, nous allons configurer tout cela. Parce que lorsque je clique sur terminal, je peux cliquer sur plus pour ajouter un terminal. Mais vous allez voir qu'il y a une erreur qui s'affiche. D'accord? Connection to server closed. Press enter, quoi. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Je vais me retourner sur Termux. Je vais lancer Term Server. Je l'avais déjà configuré. Au moment où vous allez vouloir installer votre plugin au niveau de l'éditeur, vous allez suivre les étapes aussi pour pouvoir installer pour vous. Donc je vais utiliser Python. Ok. Term Server. Ok, server avec S majuscule. .py. Et voilà. Le serveur vient d'être lancé. Ça veut dire que nous allons pouvoir contrôler ce terminal là à partir de l'Edcode Editor. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Voilà. Et je vais ouvrir le terminal actuellement. Terminal s'il vous plaît. Attention. Voilà, le terminal est là. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai le terminal à l'intérieur du code editor maintenant. Très sympa. Je peux me déplacer vers My App. Ok. Je fais ls. Vous voyez que c'est vide. Je fais npm init. Alors, si vous ne savez pas comment installer npm et tout, vous pouvez le faire directement avec le code editor à l'intérieur ici ou bien à l'intérieur de l'autre terminal. D'accord? Moi, j'avais déjà tout installé. Voilà, vous allez pouvoir trouver des guides sur Internet pour vous guider à faire ça. npm init. J'attends un peu. Ça va me demander de mettre sous j'accepte tout par défaut. D'accord? npm install total 5. Je ne sais pas si c'est assez visible pour vous ou pas. Parce que c'est petit, c'est un petit téléphone. Donc, on verra bien si dans le montage, je peux zoomer certaines parties pour vous. Autrement aussi, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je peux maintenant créer les différents fichiers et puis l'utiliser. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore le projet à l'intérieur ici. Nous avons API App qui est ouvert. Or, nous voulons ouvrir autre chose. Donc, je vais aller ici, choisir Files. Dans Files, je vois que j'ai My App qui se trouve ici. Et voilà ce que je viens d'installer. NPM. Ok. Et je clique sur ce. Voilà. Maintenant, lorsque vous ouvrez ici, vous allez remarquer que My App est vraiment ouvert ici. C'est super, n'est-ce pas? Donc, cette application, ce fichier que je viens d'ouvrir là s'appelle Untitled. Il n'a pas de titre, c'est juste un fichier texte d'abord. Et je vais devoir l'enregistrer avec CTRL S. Attention, faut pas, je vais révéler mes. Alors, j'ai fait commande S comme si c'était sur Mac. Voilà, si je fais ça, je peux rester dans ma API. Et puis, le fichier vient d'être installé comme ça, d'être, bon, sauvegarder de cette façon. Moi, ce que je voudrais, c'est de save as. D'accord? Save as à l'intérieur ici. Et je vais mettre maintenant index.js. Voilà. Donc, mon fichier txt devient maintenant index.js. Maintenant, je peux pouvoir importer total.js. Attention. D'accord, je vais faire require de total 5. Puis je vais utiliser total.run. À l'intérieur de total.run, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire release. En fait, je veux rester en mode release red false mode debug pour pouvoir à chaque fois que je fais des modifications que les choses se redémarrent automatiquement pour ne pas voilà avoir à sauvegarder, faire beaucoup de choses, aller démarrer. Non, voilà, simple. Je vais faire port, ça va être 5000 par exemple. Je fais CTRL S, c'est pas commande S.
Maintenant que ça c'est bien enregistré, je peux aller au niveau de mon terminal. Attention, à chaque fois j'ai du mal à cliquer sur le terminal là. Et ça me cause des problèmes. C'est pas finalement qu'est-ce que je vais faire. Voilà, le terminal est ici. Parce que si ça va être comme cela, je vais préférer basculer vers l'autre terminal. Parce que c'est pas pratique comme cela. Donc c'est ce que je vais faire. Je ferme ici. Je vais clear. Je vais repartir sur Hardcode. Et je vais fermer ce terminal. On va garder ces deux terminaux là. C'est ces deux écrans pour pouvoir travailler. Donc je vais faire ls pour que vous puissiez voir une vue d'ensemble des projets. Je fais cd my app. Ok. Et maintenant si je fais ls, je vois qu'il y a un Node.js qui est là. Je peux faire node index.js. Ah, vous allez voir que ça pose un problème. Mais ce n'est pas grave, ça ne limite pas. Nous allons pouvoir installer PM2 pour pouvoir lancer le projet. Avec PM2, les choses sont beaucoup mieux. D'accord. Je vais faire PM2 liste. J'attends un peu. Ça va lister les différents projets qui sont là. Il n'y a pas de projet d'abord qui est installé. Si vous ne connaissez pas PM2, il faut trouver une vidéo qui parle de ça. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais PM2, c'est un manager de process. Donc, ça veut dire que il peut prendre une application et puis l'installer et garder son process là pour toujours. En quelque sorte, en français facile, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons utiliser PM2 pour pouvoir lancer TotalJS. C'est la meilleure façon sur téléphone de garder les choses. Et comme je l'ai dit, après, vous voulez que l'application puisse être lancée, même quand vous n'êtes pas, même quand votre téléphone est démarré. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser PM2. PM2. Oh, c'est pas PM3, c'est PM2 d'abord, ok? Index.js. Et maintenant, je vais lui donner un nom. Parce que si j'ai pas de nom, ça serait peut-être un peu compliqué. Donc, je vais l'appeler My App. Apparemment, ça n'a pas marché. Alors, PM2, index. Alors, je vais vérifier que index est là. Ok, index est bien là. Ok, je vais faire PM2, index.js. Comment not found? Oh, ok, désolé. Désolé, alors je devais écrire plutôt PM2 start. D'accord? PM2 start, index.js et je donne un nom qui va s'appeler My App. Voilà à peu près. My App, c'est le nom de l'application et on met que le statut c'est en online. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le port 5000 pour voir si je vais avoir accès à notre application. Pour cela, je vais peut-être trouver... oui, je vais aller sur localhost. Je vais plutôt ouvrir le port 5000 parce que c'est ça. Voilà, on dit root not found. Ça veut dire que l'application, ça vient de TotalJS. TotalJS qui répond avec le message 404 parce qu'on n'a pas d'abord de root à la racine qui puisse répondre correctement. Donc, tout se passe bien. Voilà, on revient ici. C'est pas facile et puis moi je suis pas encore tellement habitué à l'éditeur de code, donc parfois c'est un peu compliqué. Maintenant que nous avons ça qui est bien fait, nous allons pouvoir créer des dossiers. Alors je vais cliquer sur plus ici, new folder, je vais l'appeler controllers. Ok, à l'intérieur de, je vais appeler controllers puisque nous allons faire une application d'API tout simplement. Nous allons ajouter aussi je vais ajouter les plugins. J'aime en fait utiliser les plugins au niveau de TotalJS. Ça permet. Donc je vais ouvrir ça et à l'intérieur d'ici aussi je vais créer un nouveau projet. Truc qui va s'appeler
et users. Voilà un plugin qui s'appelle users. En gros, ce plugin, à l'intérieur de ça aussi, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler tout simplement index.js. En gros, les plugins, ça permet de faire un projet beaucoup plus large en fait. Voilà. Et je continue. Je ferme là. Alors, mais pourquoi je trouve toujours pas ma... Voilà, ma app vient d'être rafraîchie. Voilà les différents trucs qui sont là. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est de créer un fichier index.js default.js au niveau de controllers pour pouvoir faire au moins une route qui répond correctement. Pour cela, on repart encore dans Files. Ça peut être un peu difficile parce que sur VS Code, les choses sont beaucoup plus faciles. Ah, merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attention, je voudrais repartir ici. Au niveau de Files, dans Controllers, je vais faire New File et je vais appeler default.js. Et après tout, c'est my app que je dois ouvrir. Voilà, dans my app, je peux ouvrir ce fichier là et puis je vais faire export. J'espère que vous connaissez un peu du Node.js et que quand on écrit export et tout, point install, ça va être égal à une fonction. En fait, en général, TotalJS va utiliser un système de Node.js, de CommonJS en fait. Donc, vous n'allez pas utiliser les imports, les nouvelles versions de ES6. Non, non, non. On part sur un système vraiment, je ne dis pas archaïque, mais en fait, la vieille méthode d'écrit du JavaScript, la méthode fonctionnelle, et puis c'est bon. Donc, export.install, on aura à l'intérieur une route. La route va tout simplement contenir get, d'accord, et je vais mettre une fonction qui va s'appeler home. D'accord, cette fonction, pour l'histoire de bonne pratique, je vais mettre ça dehors. Donc je vais l'appeler home. Et ça va prendre un paramètre $. $, ça va être en fait l'instance du contrôleur qui va nous permettre d'avoir accès à des outils comme pour retourner du JSON ou bien retourner carrément voilà, du texte ou bien une vue HTML. Donc à l'intérieur ici, je vais faire index JSON. Je vais retourner du JSON. Non, un texte. On peut écrire plein comme ça ou bien on peut écrire aussi texte. Peu importe, les deux, ça va marcher. Et le texte que je vais écrire, c'est tout simplement bonjour. Non, welcome. Ok. Et je vais faire la sauvegarde. Une fois que cela est sauvegardé, je suppose que les choses sont rafraîchies. Donc je vais repartir sur le navigateur ici. Et puis je vais rafraîchir pour voir ce que ça donne. Ah, vous voyez que ça s'est pas rafraîchi. Je vais demander au terminal qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, nous avons, je vais faire PM2 list pour pouvoir lister les process qui sont toujours là. Alors, s'il ne se rafraîchit pas automatiquement, nous allons devoir redémarrer cela. Donc, je peux faire PM2 restart 0 qui va correspondre au ID qui est ici. Comme je peux mettre aussi le nom qui est ici. Peu importe, je vais utiliser le ID qui est 0. Donc, le projet vient d'être redémarré. Et je vais repartir sur le terminal pour m'assurer que maintenant ça fonctionne. Voilà, comme si vous êtes à la racine, vous voyez que vous avez welcome qui fonctionne correctement. Donc ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre plugin maintenant. On va mettre des fichiers à l'intérieur qui vont nous permettre de créer les routes beaucoup plus facilement. C'est-à-dire les API permettant de gérer des utilisateurs.
Ça va pas dire l'authentification et tout ce bazar. En fait, c'est juste un truc simple. Et donc, nous allons partir sur plugin users. Nous allons avoir ce fichier. On va utiliser export, encore des exports qui vont nous permettre de spécifier le nom du plugin. Voilà, ça va être users exports.icon. En fait, le framework aura besoin de ça parfois pour faire beaucoup de choses. Par exemple, si vous voulez faire une vue avec des permissions, tout, voilà, vous pouvez gérer ça avec cette façon de faire. Moi, je vais utiliser TI et TI users. Voilà, vous pouvez aller sur le site de TotalJS pour vérifier les icônes, comment on les appelle. C'est comme le fond awesome en fait, c'est un truc comme ça. Donc, vous avez les export aussi. Point permissions, ça va être égal à, bon, ici on va utiliser une fonction fléchée. Ouais. On va utiliser user. Alors, user.sa ou bien user.permissions missions.includes something, un truc du genre users. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ce que ça signifie tout simplement, c'est que on va vérifier si l'utilisateur est super administrateur. C'est un administrateur, il aura la permission sur le plugin. Autrement, s'il n'est pas administrateur, on va vérifier dans ses permissions s'il y a au moins users qui est inclus. Si c'est pas inclus, on va dire que voilà, il n'a pas la permission. C'est tout ce que ça signifie. Donc on va utiliser exports.install. Il y a plein d'autres attributs qu'on peut ajouter, mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va aller beaucoup plus rapidement pour créer les différentes routes dont nous avons besoin pour gérer nos utilisateurs. Alors ici, nous allons utiliser une notation un peu difficile pour les API. Alors vous savez, quand vous voulez utiliser TotalJS, vous pouvez utiliser les API standards, comme vous pouvez utiliser aussi les API TotalJS API. C'est un truc que j'ai vraiment expliqué dans une vidéo de la série de vidéos de live que je faisais la semaine passée. Donc je vous invite à aller regarder. Mais ici nous allons utiliser tout simplement les API standards. Donc vous allez voir que c'est assez simple aussi. Donc je vais utiliser get par exemple, parce qu'on va supposer qu'on veut lister les utilisateurs. On va faire API. Attention, je vais me blesser, API / users. Voilà, et ça va lister les utilisateurs. Et là, on va faire une flèche comme cela, et puis utiliser users / index. Donc, je vais appeler ça query, ok? Ou bien liste. Voilà, liste. Là, je vais vous expliquer ce que ça signifie au juste. Ça veut dire que lorsqu'on va, un utilisateur va taper API / users, on va aller exécuter un schéma, d'accord, une action ou bien un schéma qui a le nom users. Et puis, à l'intérieur, on va avoir une action qui s'appelle liste, qui va donner la liste des utilisateurs. C'est juste un truc comme cela. Donc, on va dupliquer ça. Et puis, on va faire get. Alors, get users. Et puis, on va faire comme cela pour mettre le ID. Ça veut dire que quand on met le ID de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir aller à quelque part ici. Et puis, faire un read. Donc, ici aussi, nous avons la possibilité de faire insert. D'accord? Histoire de créer un nouvel utilisateur. S'il y a insert, c'est qu'il y aura certainement update. Maintenant, il va falloir changer cette route là pour mettre update. Maintenant, lorsqu'on veut faire un update, il faut forcément mettre le ID de l'utilisateur dont on veut faire le update. Bien sûr, pour le insert, la méthode, ça sera plus get, mais ça sera plutôt post. D'accord? Et puis ici, on va utiliser put, tout simplement. Et enfin, vous allez avoir delete. Je suis pas sûr que je n'ai pas prévu d'installer
un client HTTP pour pouvoir tester tout cela. Mais j'espère que tout se passera bien. Donc, voilà. Donc, c'est pas ici, tu dois plutôt enlever update et puis remplacer ça par delete. Je vais plutôt mettre remove, ok? Remove, c'est le langage qui me plaît. Voilà, notre API qui vient d'être créé. On va faire CTRL S, d'accord? Et ce n'est pas tout. Dans le plugin users, nous allons créer un dossier qui s'appelle users, qui s'appelle schéma. À l'intérieur du schéma, nous allons écrire user.js. Dans user.js, nous allons écrire maintenant toutes ces fonctions-là. Vous voyez, on va avoir un schéma qui s'appelle users. À l'intérieur, on va avoir des actions qui s'appellent list, read, insert, update et puis remove. Tout simplement. Et pour faire cela, je vais me servir encore de files. Alors, ça peut être un peu fastidieux de le faire, mais ne vous inquiétez pas, je fais plus ici, ajouter un folder. Et ce folder, je vais tout simplement l'appeler schemas. Attention. Attention. Alors, je ne sais pas comment on va supprimer ça. Je vais utiliser le terminal pour pouvoir supprimer ce dossier-là. Donc, je suis dans ma app, je vais faire cd users, non, plugins d'abord. Plugins, users. Et puis, je fais rm schéma. Ok, c'est un dossier, donc je dois utiliser -r. Et voilà. Il est parti. Tu peux rester ici pour faire mkdir. Et puis, je vais faire schéma. Ok, et puis voilà, je peux faire touche aussi pour faire schema slash index, non, users.js. C'est une autre façon aussi de créer des fichiers. Donc du coup, je vais avoir cd schema et puis ls, vous allez voir que users.js. Parfait. Nous allons repartir sur notre code editor. Maintenant que nous avons tout cela ici, je vais fermer ça comme cela, histoire de, je vais afficher tout rafraîchir. Vous allez voir que il y a dans schéma, vous avez users.js. À l'intérieur, vous allez utiliser new schema. Attention, new schema, et je vais l'appeler users slash. Puis maintenant, je vais mettre function. Je retourne quelque chose de ce genre. Schéma.action, ça va être tout simplement liste. Voilà, histoire de créer une action qui permet de lister les utilisateurs. List users. En fait, ça c'est juste un texte qu'on met pour on peut en servir pour la documentation automatique par la suite. Mais pour le moment, voilà, on juste met ça juste pour le principe. Et ensuite, nous avons avoir action qui va être une fonction dans laquelle nous allons avoir $. Encore à l'intérieur de $, nous allons pouvoir lister les utilisateurs. Alors pour lister les utilisateurs, nous allons imaginer un tableau qui se trouve quelque part, ou bien on va tester TotalJS TextDB, un système NoSQL qui nous permet, attention, voilà, on va tester NoSQL. Pour pouvoir tester NoSQL, nous allons utiliser data. D'accord, data nous permet de le faire. On va faire find. Et dans find là maintenant, au lieu de mettre le nom d'une base de données, puisque nous n'avons pas une connexion à une base de données distante, nous allons utiliser simplement le préfixe NoSQL. Alors nous faisons ça maintenant users. Ça va permettre au framework de savoir que nous sommes en train de vouloir lister des choses qui viennent de NoSQL. Voilà, vous allez comprendre ça tout de suite parce qu'il y a un dossier qui va se créer automatiquement et qui va mettre à l'intérieur NoSQL, users.NoSQL, qui va simuler une base de données de texte en fait. Donc find, puis je vais faire where is removed
est égal à false. D'accord? Et pour faire un callback. Callback, c'est vraiment les bonnes pratiques. Sinon, en temps réel, si vous avez plusieurs instructions, vous pouvez mettre aussi des promises. Mais voilà, je vais faire une fonction. D'accord? À l'intérieur, je vais supposer qu'il y a par exemple l'erreur et puis la réponse. Et à l'intérieur de ça, nous allons tout simplement utiliser $.callback. En fait, j'aurais dû utiliser $.callback beaucoup plus haut. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. D'accord, vous avez callback ici, n'est-ce pas? Alors, ici, je peux utiliser $.callback. Parce que je n'aurai pas forcément besoin de gérer les erreurs et autres. Donc, je vais aller beaucoup plus direct comme cela. Et attention, Z. Attention, parce que vous pouvez gâter votre travail facilement sans vous rendre compte. Heureusement qu'il y a CTRL Z aussi qui fonctionne ici. Donc, ici, nous allons avoir un autre. On sauvegarde. On va avoir un autre schéma. Action qui va consister à faire le read d'un utilisateur. Donc, je vais aller beaucoup plus rapidement. Voilà, name, comme d'habitude. Read et given user. Et ici, nous allons avoir utilisé params parce que là, on doit lire les paramètres qui ont été précisés. Et ce paramètre ID est obligatoire. Voilà pourquoi on met étoile au début. Et c'est un type de UID. D'accord? Et nous allons mettre maintenant action qui va être la fonction qui va gérer la lecture de cet utilisateur. Donc, on va faire tout simplement, voilà, db data encore point read. Cette fois-ci, c'est avec read. Et on va utiliser NoSQL / users. Attention, si vous mettez, vous devez garder le même nom de la base de données partout. Voilà. Donc, point id. Ça va être $.params. Le id qu'on va passer en paramètre, c'est ça qu'on va utiliser. Point id. Point error. Error, c'est très important. Au cas où, par exemple, le ID n'existe pas, il faut pouvoir répondre. Donc, on va répondre avec un 404, par exemple. Donc, on va pouvoir mettre maintenant point callback là. Qui n'est rien d'autre aussi que, comme ce qu'on a fait de l'autre côté, donc callback. Voilà. Et ça, c'est terminé aussi. Ensuite, nous allons avoir schéma.action encore, qui va faire le insert. Là, on est en train de vouloir créer un utilisateur. Donc, le name de cette action, ça va être create new user. Ensuite, nous allons avoir un paramètre input parce que il faut de la validation pour les données qui vont venir. Les données entrantes du formulaire doivent être validées. Et pour cela, nous allons avoir besoin de name qui est obligatoire d'ailleurs. Donc, ça va être un string. Ensuite, nous allons avoir besoin de email. Alors, email aussi, je vais le rendre obligatoire. Donc, ça va être du type email aussi. Tout à l'heure, j'espère valider les emails. Nous allons avoir besoin de phone, qui est phone. Nous allons avoir besoin de... voilà, comme ça, c'est bon. Ok, ensuite, nous allons avoir besoin d'action encore. Et cette fois-ci, action ne sera pas seulement $, mais avec modèle. Puisque nous allons avoir un fichier entrant, un document entrant qui correspond au formulaire. L'objet entrant sera un formulaire. Et maintenant ici, nous n'allons pas directement commencer à faire l'insert. Nous devons ajouter ce nombre de choses avant de faire l'insert. Et ces choses-là vont être d'abord modèle.id, un identifiant unique à notre utilisateur. Nous allons avoir besoin de modèle.search. D'accord, modèle.search, ça va être égal à... vous allez voir ce que je suis en train de faire. Non, pas besoin. Si on en avait beaucoup, oui, mais pour le moment,
Ouais, pourquoi pas. On peut faire des recherches aussi avec le numéro de téléphone, s'il y en a bien sûr. Donc on va faire à l'intérieur modèle.name plus, on fait un espace, on fait une concaténation avec modèle.phone, d'accord, et le tout, hein, tout search, d'accord. Comme ça nous permet d'avoir une chaîne de caractères qui peuvent être utilisés comme une colonne qui peut être utilisée comme colonne de recherche des utilisateurs. Vous allez voir par la suite, je vais venir modifier au niveau de query là, au lieu de listing là, pour pouvoir ajouter un query qui permet de faire des recherches de filtrage. C'est assez simple aussi. Donc nous allons continuer avec modèle.isRemoved. Voilà, c'était très important. C'est très important. On va mettre ça à false. Tout ne pourra pas, comme c'est un texte TP, il ne pourra pas mettre cette valeur par défaut. Donc nous allons créer ça comme cela. Nous allons mettre modèle aussi .dataCreated qui va être égal à now. Voilà, ça correspond à la date d'aujourd'hui. Maintenant, now, ce n'est pas une fonction, mais c'est tout simplement un objet global. Ensuite, après avoir fait tout cela, nous pouvons maintenant utiliser data.insert. Ok, ça va être NoSQL encore, users. Et le deuxième paramètre, ça va être notre modèle pour créer l'utilisateur. Maintenant, on peut faire un callback rapidement. Maintenant, ici, on va utiliser done pour faire modèle.id. Donc, en quelque sorte, lorsqu'on finit de créer un utilisateur, on retourne son ID. Voilà, je crois que c'est bon. On peut passer à la modification. La modification ressemble un peu à l'insertion. Donc ça s'appelle update. Voilà. Sauf que là-bas, on passe un identifiant unique aussi au niveau des paramètres. Donc on aura aussi une description qui va être update a given user. Mais ici nous allons avoir besoin de paramètres. Okay? Parce que on doit savoir quel utilisateur modifier. Ça va être UID, d'accord. Ensuite, nous allons avoir besoin de input également, qui va contenir les mêmes, qui va être les mêmes. Pour modifier un utilisateur, il faut forcément envoyer encore le name, qui est un string. Ok, email aussi, nous avons dit que c'est obligatoire. Email, ensuite phone, qui est aussi de type phone. Ensuite, nous pouvons maintenant mettre notre action simplement. Cette action va contenir le dollar et puis aussi modèle, parce que le formulaire est là à l'intérieur. C'est tout simplement beau de voir ce que nous sommes en train de faire. À l'intérieur, nous allons essayer de modifier dynamiquement le search là, parce que peut-être le nom est modifié, peut-être aussi que le phone aussi est modifié. Donc il faut rafraîchir modèle.search. Alors ça va être modèle.search. Attention à des erreurs comme cela, parce que ça va ajouter des colonnes inutiles à notre base de données. Donc search, ça va être tout simplement comme ce que j'ai fait de l'autre côté, modèle.name, ok, plus un espace comme cela, plus modèle.phone, et le tout maintenant à tout search. Après maintenant, il faut pouvoir mettre dt update modèle.dt updated. Ça va être égal à now également. Après avoir fait tout cela, nous pouvons facilement faire l'insertion. Donc l'insertion va se passer comment? Je vais utiliser encore data.update qui prend un paramètre NoSQL /users et ça va prendre un paramètre modèle tout simplement. Maintenant ici il faut mettre le ID parce qu'on ne veut pas modifier n'importe qui. Donc ça va être $.params.id.
D'accord. Et maintenant, on peut faire on peut mettre erreur parce qu'au cas où cette letter n'existe pas, il faut faire un 404 également. Et là, on peut faire le callback avec de la point down pour dire que tout s'est bien passé ou pas. Et là, on va mettre modèle.id comme d'habitude. Ensuite, nous allons faire schéma.action. Et ici, c'est tout simplement bon ce que je vais faire. C'est le remove. Le remove est assez spécial parce que tout simplement modifie dans la base de données avec les updates encore. Parce que voilà, comme vous pouvez remarquer, au début j'avais utilisé les listings là, where remove est égal à false. Donc ça veut dire c'est ce qu'on appelle un soft remove en fait qui était fait et non un hard remove. Et on va voir ça. Remove user. On parle ici. Ça c'est vraiment important parce que il faut indiquer quel utilisateur remove en fait. Et on peut passer directement à action. Là on a $, pas besoin de formulaire, rien. C'est tout simplement comme cela. Et voilà ce qu'on va faire. On va utiliser data.update. En fait, data.remove aussi existe, mais comme on veut faire un soft delete, donc tout simplement on va modifier l'état et puis passer à isMoved. C'est tout simplement ce qu'on va faire. SQL slash users. Et ici, on va faire tout simplement isRemoved est égal à true. Peut-être il y en a aussi qui ajoutent des choses comme dt removed et qui va être égal à now. On peut aussi mettre removed by qui a fait l'action, tout, mais nous allons garder ça simplement comme cela. Mais peu importe, même si on veut faire la modification, on va pouvoir préciser c'est quel utilisateur qui est qu'on veut remove. Donc, il faut mettre params.id et puis error aussi, au cas où l'utilisateur n'existe pas. Voilà, qu'on puisse gérer ça aussi. Donc, on va faire down également et modèle.id. Je sais pas si c'est nécessaire, mais on l'a fait quand même. Je vais sauvegarder. Donc, on vient de créer un CRUD avec 40 lignes, 47 lignes, simplement, à propos de TotalJS include assez simple, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Voilà, j'avais oublié de préciser quelque chose. Ici, nous avons besoin aussi de préciser que isRemoved est égal à false. Donc, nous allons ajouter un while ici, while close, qui va préciser que isRemoved, parce qu'un utilisateur, s'il est supprimé, on ne doit plus pouvoir le lire en fait. Removed est égal à false. Comme ça, tout est OK. Et n'oublions pas de rafraîchir notre application avec PM2 start 0. D'accord, on va aller ici. On va tester tout savoir. Donc je vais cliquer sur ça. Attention, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, on va faire slash API slash users pour voir si tout se passe bien. Request timeout. Il y a certainement un problème. On va utiliser PM2 logs pour regarder les logs à l'intérieur de notre application. Alors, ça dit quoi?
NoSQL Query Builder a du mal à lister notre application, les utilisateurs. D'accord, nous allons regarder. On va regarder quelque chose au niveau de l'éditeur. On va vérifier si tout se passe bien. Find NoSQL users. Well. Alors, peut-être ce qu'on va faire, on va très vite aller au niveau. Voilà le dossier database qui vient d'être créé. Maintenant, je vais créer le fichier NoSQL users.nosql. Peut-être ça va aider le framework à mieux gérer les choses. Je sais pas, je vais aller sur le terminal pour pouvoir rafraîchir. J'avoue que je n'avais pas encore testé ça avec PM2. PM2 restart 0 et tout est ok. Request timeout again. Alors, la base de données a des problèmes, a du mal à fonctionner ici. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais plutôt utiliser ça. Je sais que chez vous, ça doit forcément fonctionner. C'est chez moi que ça peut poser un problème parce que je suis sur un téléphone mobile. Si vous faites ce tutoriel à partir d'un téléphone mobile, vous pouvez avoir le même problème. Autrement, ça va être tout simplement. Là, je vais faire un return ici, histoire de tourner le tableau pour voir si tout se passe bien. Encore, on rafraîchit ici. Là, je vois que tout se passe bien. On a le tableau qui s'affiche. Donc, on peut dire que le problème se trouve au niveau de Query Builder ou bien de voilà, TextDB en fait, qui n'arrive pas à afficher les choses. Peu importe, c'était l'objectif de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner, pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont venir. Voilà, dans la prochaine vidéo, certainement, je vais me prononcer. Je vais me prononcer à propos de ça. Donc, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Voilà, s'il y a un fixe, je vais vous le faire savoir. Merci bien. C'était un plaisir.